Nous retrouvons nos chers invités pour la suite et la fin de votre émission Regard croisé. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, Joa Komi Talaké, directeur de publication de Afrique Plume, et Kouan Binafam en politique des FDR, des Forces démocratiques pour la République. On va parler du Togo plus discret depuis qu'il s'est installé à Ouagadougou au Burkina Faso en avril 2021 en tant que commissaire à l'agriculture, aux ressources en eau et à l'environnement de l'UMOA. Kako Noubouko reste un intellectuel engagé. Le 12 octobre, il a fait apparaître une solution pour l'Afrique aux éditions Odile Jacob, un nouvel essai sur les communs africains. C'est bien dont l'Afrique regorge et qui, faute de régulation, sont détruits notamment sous la pression des puissances émergentes. Alors, il a également parlé de la CEDEAO pour Kakou Mbouko. Sur le Mali, par exemple, mon souci porte sur le fait que les États utilisent les instruments d'intégration économique pour prendre ces sanctions. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? C'est un homme politique. On va d'abord poser la question à l'homme politique. Bon, en fait, ce que moi j'ai compris dans ça, il reproche à la CEDEAO d'avoir pris des sanctions qui n'étaient pas prévues. Si tel que les sanctions n'étaient pas vraiment prévues, c'est une dérive. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. En réalité, les sanctions qui avaient été prises contre le Mali, et tout porte à croire que ça s'est fait dans la précipitation. C'est vrai que durant tout ce temps, on ne vous a pas invité, voilà. On n'avait pas parlé de ces sanctions voilà. contre le Mali. Tout porte à croire que ça a été pris dans la précipitation, qu'on avait envie de régler des comptes à des jeunes colonels qui ont défié certains présidents de la sous-région. En ce terme, il y a des dérives. La CEDEAO nous doit appliquer des tests qui sont prévus. Si elle sort du cadre de ces tests, mais moi, je suis un peu étonné que c'est aujourd'hui que Kako se réveille. Parce qu'on a appliqué les mêmes sanctions contre le régime de Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a même interdit les produits pharmaceutiques, tout de rentrer. Mais à l'époque, il n'a pas parlé. Bon, si se réveille aujourd'hui, c'est bon. Mais c'est pour dire que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO est allée à la dérive comme ça. Par contre, je ne suis pas, dans son interview que j'ai lu entièrement, je ne suis pas d'accord d'insinuer que la CEDEAO est seulement un espace économique. La CEDEAO aussi est un espace politique parce que la CEDEAO a un protocole sur la démocratie et l'état de droit. Donc, il faut prendre le tout, ne pas voir seulement le côté économique. La CEDEAO a dépassé le simple fait d'être un espace économique. Et donc, tous ceux qui adhèrent aux tests de la CEDEAO devaient s'y conformer. S'ils ne s'y conforment pas et ils sont sanctionnés à bon droit, on ne peut pas se plaindre. Mais il est évident que ce qui s'est passé au Mali, il y a eu un peu de la dérive. Ça, ce que moi je peux dire par rapport à ça. Alors, quand il parle de dérive, il veut parler sans doute de ces chefs d'État qui se réunissent et qui prennent des décisions contre les poutistes. Il a parlé du Mali, il veut sans doute parler du Burkina Faso et de la Guinée également. Oui, mais dérive sur la généralité, non. Mais dans le cas malien, il y a quand même des sanctions économiques et financières qui ont été prises en mettant en contribution le MOA. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, la CEDEAO n'avait pas vraiment à utiliser ces termes-là. Et le Mali avait vite fait de porter cette affaire devant des instances, des juridictions compétentes qui avaient tranché en faveur du Mali, dont la CEDEAO avait perdu dans ce bras de fer. Et heureusement que sur le plan politique aussi, le président togolais avait aussi lancé sa médiation, donc qui finalement aboutit avec la compréhension des autres chefs d'État à la levée des principales sanctions. Maintenant, quand on dit qu'il y a des dérives, sur cette question-là, financière, oui, on peut dire qu'il y a quand même des dérives, mais la CEDEAO a compris, et le premier, c'est le président togolais, qui a compris que ces sanctions financières allaient affecter tous les pays. Tous les pays, toute la sous-région. À commencer par le Togo, qui avait de bonnes relations commerciales avec le Mali.
le Sénégal et un certain nombre d'autres pays aussi. Donc finalement, avec la guerre en Ukraine et les sanctions russes, je crois que les Africains se sont vite ravisés, ont compris qu'ils étaient dans l'erreur. Donc si, sur cet angle-là, Kako a raison de le dire, mais je pense aussi que la CEDEAO, il ne faut pas trop l'acculer. Elle est aujourd'hui l'un des meilleurs exemples de réussite au niveau Afrique. de l'intégration en Afrique. Même avec ses carences. Voilà, et donc il y a eu beaucoup de succès que la CEDEAO a remporté. Et je suis d'accord avec Binafam aussi pour dire que la CEDEAO a compris qu'elle ne saurait pas être simplement une communauté économique, et que l'économie se porte mieux quand il y a la démocratie, quand il y a la bonne gouvernance. Et donc ce protocole additionnel-là vient aussi obliger les pays membres de la CEDEAO à faire de la démocratie, à faire de la bonne gouvernance. Et donc, ceci dit, peut-être que la CEDEAO devrait revoir ces textes pour pouvoir, sur la base de ce nouveau texte-là, renforcer le régime des sanctions. Mais le résultat aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que les sanctions ne sont pas forcément utile dans ce genre de discussion, et dans ce genre de situation, il faut mettre en avant les discussions, et c'est ce qui a été fait jusqu'ici et qui semble porter des fruits. Après, sur la CEDEAO, je pense que c'est une communauté qui a l'avantage d'avoir en son sein des pays francophones et anglophones, dont nous ne sommes pas seulement dans le seul système francophone, même si la plupart des pays sont francophones. Il y a quand même deux gros poids lourds qui sont le Ghana et le Nigeria, qui sont des poids lourds de la CEDEAO et dont la présence, le côté anglophone aussi, apporte un plus à la bonne marche de cette institution-là. Bon, dire qu'il y a une dérive, oui, la dérive sur le cas malien, elle est constatée, elle a été portée devant la juridiction. Le Mali a remporté sur ce sujet-là, sur cette question. Le Mali a remporté parce que ces sanctions étaient jugées illégales, ne correspondant pas aux règles qui dirigent donc la communauté. Pour le reste, je pense qu'on est un peu trop exigeant envers la CEDEAO, qui a fait quand même l'effort d'une communauté économique de venir s'intéresser sur le plan interne à la vitalité démocratique et à la bonne gouvernance avec de nouvelles règles, ce qui fait que la CEDEAO est beaucoup plus présente, pas uniquement sur les questions économiques. Vous verrez que quand il y a élection, la CEDEAO est là, elle observe, elle accompagne le processus électoral. Quand il y a crise politique, la CEDEAO aussi intervient, et on ne peut pas dire qu'elle ne réussit pas tout le temps, elle ne réussit pas rapidement, mais quand même, elle a à son actif des succès qu'on ne saurait dénier. Alors, Kako Noubouko, c'est une économie chevronnée. On peut le comprendre sous le prisme de ces sanctions financières contre le Mali, comme Germain Pouli l'a dit tout à l'heure. Quand il parle de dérive, vous ne pensez pas qu'il va trop loin? C'est un économiste, comme vous l'avez dit. Parler de dérive, moi je voudrais situer peut-être la sanction qu'a pris la CEDEAO sur deux volets. Vous voyez, lorsque vous dirigez une institution ou que vous incarnez plusieurs nations et qu'au sein de ces nations, il y a une menace qui ne cesse de venir à répétition, en tant que force régionale, vous avez l'obligation morale de pouvoir asseoir, sinon des règlements ou des décisions qui vont dissuader ces genres de décisions ou ces genres d'actions qui essaient de mettre en cause votre autorité donc au sein de la sous-région. Et donc la CEDEAO dans son rôle de parent protecteur agissait dans ce sens-là. Maintenant, là où elle s'est rapidement saisie, parce qu'elle n'est plus une CEDEAO des nations, mais une CEDEAO des peuples. Alors, lorsque vous prenez ces genres de sanctions contre le Mali, par exemple, rendez-vous que ces sanctions auront de poids que sur qui? Si on prend le Mali, est-ce que ces autorités-là vont sentir réellement
ces sanctions. Parce D'accord. qu'ils sont dans des maisons climatisées. Ils sont bourrés d'argent. Ils ont quand même ce qu'il faut pour vivre. Vous voulez dire Mais que ça finalement, va toucher c'est le peuple qui forcément, paye. c'est le peuple qui va forcément être la première cible, la première victime de toutes ces sanctions. Voilà pourquoi elle s'est rapidement saisie pour pouvoir donc revenir rapidement sur ces décisions qui ne font que sombrer finalement la partie adverse donc de ces personnes-là qui sont au pouvoir, qui sont ciblés donc par la CEDEAO. Et donc moi je trouve que c'est des sanctions, cette décision ou cette sortie du professeur Kakou Nubukpo, Ancien ministre togolais. cet ancien ministre togolais, est bien d'une manière ciblée parce que il sait de quoi il parle. Vous savez, en 1975, quand la CEDEAO a été mise sur les fonds bâtiments, elle avait pour but principal l'intégration économique des États membres. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même des problèmes qui arrivaient et qu'il fallait élargir sa feuille de route et essayer donc d'apporter quelques solutions liées aux actions politiques qui se manifestaient au sein donc de la sous-région. Et d'ailleurs même, c'est dans ce sens que le Nigeria a apporté son soutien indéfectible au niveau de Libéria en apportant des forces de défense pour défendre donc le Libéria et tout. Alors je dis que, comme l'a dit M. Germain, il faudrait que cette CEDEAO-là réfléchisse d'une manière à asseoir certaines sanctions. Je vais aller même au-delà, plus loin, pour rappeler que lorsque il y avait eu tentative de coup d'État en 1962 entre le général de Gaulle et les forces françaises en Algérie, si vous avez suivi, vous avez lu les décisions qui ont été prises à la fin de ce coup d'État, avorté, vous allez simplement vous rendre compte que les décisions sont iniques, sadiques et surtout très sévères. Et donc c'était dans le sens de dissuader carrément ces actions-là pour ne pas donc encourager ces actions qui vont essayer donc de se répéter dans le pays. Et donc la CEDEAO était dans la logique. Malheureusement, le peuple malien, la majorité, ils sont que peut-être des gens qui ne sont pas encore assis comme ceux qui sont au pouvoir. Donc il fallait rapidement retourner la massue pour pouvoir permettre au peuple de vivre. Alors, Kakou Nubukpo était ministre togolais. On peut analyser un peu plus en profondeur sa sortie. Quand il dit qu'on a une dérive, peut-être que cette dérive est surtout aiguillonnée ou bien conduite par certains chefs d'État. Kouan Binafa, on n'est pas dans le secret des dieux, mais quand un ancien ministre parle ainsi, est-ce qu'il veut, selon vous, doiter certains chefs d'État? Non, mais au-delà de doiter certains chefs d'État, moi je crois que toute association doit avoir des règles. Moi, je suis de ceux qui croient que ceux qui violent les textes de la CEDEAO doivent sévèrement, mais sauf que la CEDEAO doit s'arranger à appliquer des sanctions prévues. On dit en droit qu'il n'y a pas de crime sans loi. Donc, il faut que la CEDEAO s'organise pour appliquer des sanctions prévues. Si ça, on applique des sanctions prévues, advienne ce que pourra, le peuple peut mourir parce que c'était prévu. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que parce qu'il y a le peuple, il n'y a pas sanction, il doit y avoir sanction. Mais il faut aussi être honnête pour dire, on a vu dans la CEDEAO une application à géométrie variable de ses propres tests. Ça aussi peut être qualifié de dérive. Parce qu'en réalité, la CEDEAO a un protocole additionnel, comme Germain l'a dit, qui en réalité doit faire l'effort que tous ces États membres le respectent et la zone irait mieux. Au-delà de l'économie, elle irait politiquement aussi mieux. Politiquement, vous voulez parler des troisièmes mandats un peu partout parce que les gens ont parlé de cela. Si on condamne les coups d'État militaires, on doit condamner aussi les coups d'État constitutionnels. Oui, en réalité, si le coup d'État, si le troisième mandat est prévu dans une constitution et que la CEDEAO ne s'est pas battue pour que ça n'existe pas dans cette constitution, si les gens le font dans leur pays, ils n'ont rien violé encore. Puisqu'il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas un test de la CEDEAO qui a été accepté partout, qui limite les mandats à 2. Mais dans les pays où les mandats sont limités, et quand les gens ont forcé, au prix de beaucoup de morts, comme en Guinée, pour faire le troisième mandat, mais on n'a pas... Guinée, comme en Côte d'Ivoire. Oui, on n'a pas senti la CEDEAO. Mais dans ce cas-là, bon, les gens ont applaudi le coup d'État parce qu'ils ont estimé, au moins en Guinée, ils ont estimé que le coup d'État est venu mettre fin au troisième mandat. Donc, la CEDEAO doit faire l'effort de se renforcer
comme l'autre a dit tantôt, en 1975, elle se consacrait essentiellement à l'économie. Mais Germain a dit quelque chose de très important. Contrairement à ce que les économistes font croire, ce n'est pas l'économie qui détermine la politique. Hein. C'est la politique qui détermine l'économie. Parce que c'est les politiciens, même si vous avez des docteurs, des professeurs en économie, même si un petit militaire prend le pouvoir demain, c'est lui qui dit où on va aller mener notre pays. Donc c'est la politique qui détermine tout. Donc la CEDEAO, elle se construit en renforçant les tests sur la bonne gouvernance. Elle doit faire tout pour que ces tests soient respectés. Parce que dès qu'elle ferme les yeux sur la violation de ses propres tests, c'est-à-dire elle ouvre une brèche et les gens rentrent dedans. Parce que elle doit... Je n'ai pas compris pourquoi la CEDEAO, face à certains États, bon, s'est affaiblie elle-même et a ouvert la voie au coup d'État. Mais moi qui me suis intéressé un peu à faire l'histoire au campus, je sais que les coups d'État aussi n'ont pas fait du bien à l'Afrique. Bien sûr. Sur plus de 50 coups d'État, même presque 100 qu'on a eu en Afrique, on n'a vu que des dérives. Peut-être 4 sont sortis du lot. Donc c'est pour ça que je ne suis pas de ceux qui applaudissent de façon c'est-à-dire aveugle les coups d'État. Mais je sais que certains coups d'État sont venus faire du bien, hein, parce que moi je ne condamne pas systématiquement les coups d'État, mais je ne les applaudis pas systématiquement aussi. Parce que pendant 60 ans, l'Afrique a connu plusieurs coups d'État, et très peu, à peine 4, Raolis, Thomas Sankara, Abdou Samami Aboubakar, Salih Djibo, c'est ce qui a permis de faire un bond en avant. Maintenant, on espère que Doumbouya va remettre la Guinée sur la voie de la démocratie. Germain disait par exemple, au Bénin, le coup d'État de Damiba a arrêté le processus démocratique. On n'a même pas compris pourquoi il a fait coup d'État. Alors, Germain, que doit faire la CEDEAO concrètement? Je me souviens, pour le cas de la Guinée-Conakry, l'histoire du 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé, la CEDEAO avait dépêché des gens auprès d'Alpha Condé. On avait vu la réaction également de l'ancien président guinéen. Oui, en fait, il y a une question de souveraineté des États qui n'ont pas cédé totalement leur souveraineté à la CEDEAO. Il n'y a pas une loi, une constitution de la CEDEAO qui s'applique dans les États membres. Donc, à partir du moment où, généralement, toutes les constitutions prévoient les moyens par lesquels on les révise, les gens peuvent modifier la constitution. Même si moralement, la CEDEAO trouve que ce n'est pas normal, surtout de la part de certains opposants qui reprochent à ceux qui étaient au pouvoir de vouloir s'éterniser, qui arrivent, qui font le démandat et qui veulent réviser. La CEDEAO ne peut rien. Elle peut sanctionner. Elle peut condamner, mais elle ne peut pas sanctionner sur une base. Vous l'avez dit, il n'y a pas de base légale pour sanctionner ceux qui veulent. Tout ce que la CEDEAO a dit, on ne révise pas les textes qui concernent les élections 6 mois avant les élections. Et si on doit le faire, ça doit être de manière consensuelle entre les acteurs politiques. Et donc, vous verrez que la plupart des chefs d'État qui révisent ces lois-là sont conformes aux exigences de la CEDEAO. Ils le font bien avant les 6 mois, ils tentent s'ils le font. Et donc après, même la composition des CENI et tout ce que vous voulez. Donc ça se fait parce qu'ils connaissent bien les lois de la CEDEAO et ils appliquent eux-mêmes leurs propres lois. Vous vous rappelez quand Denis Sassou Nguesso allait réviser la Constitution à l'époque, c'était le président François Hollande. Et les Français se sont adressés à lui, mais comment est-ce qu'il cautionne la révision de la Constitution par... Mais il a dit quoi? Que tous les peuples sont libres, tous les dirigeants sont libres de consulter leur population par référendum. Même si moralement, on se dit c'est pas normal, légalement, c'est assez difficile. Donc peut-être ce que la CEDEAO pourrait faire, et c'est ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui, c'est de mener des discussions pour arriver à instaurer les 2 mandats dans tous les pays membres de la CEDEAO, même quand elle les aura instaurés. À partir du moment où les constitutions permettent qu'on déverrouille cette histoire-là, ça va être compliqué. Bon, donc je crois que là... Bon, il y a des constitutions qui... Il suffit de mettre
Oui, mais on mettra toujours, mais après, on mettra toujours aussi autre Au Niger, chose. les 2 mandats ne sont pas susceptibles de révision. On le dit. Ouais, au Niger. Au Niger, Ouais. à cause de leur histoire. Mais ailleurs, c'est que ce verrou-là, même quand on dit qu'il existe, vous verrez, en Guinée, les gens étaient persuadés qu'Alpha Condé ne pourrait pas réviser la Constitution. Moi, j'en ai discuté avec des gens qui m'ont dit en Guinée, ça ne se fera jamais. Et en Côte d'Ivoire? Ça s'est fait. En Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Peut-être si on ne le souhaite pas au Bénin et ailleurs, ça pourra se faire. Ça reste des questions morales. On se dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Mais en même temps, légalement, ils sont libres de le faire parce qu'aucune loi en interne ni au sein de la CEDEAO. Mais vous ne voyez pas que c'est cela qui constitue les problèmes au niveau de la sous-région, parce que les gens on généralise, généralise un peu trop. En Guinée, on va dire oui, c'est à la base. Mais les autres coups d'État, c'est les djihadistes qui sont à la base. Ça veut dire que en Guinée, c'est d'ailleurs celui qui a aidé à faire la révision, celui qui a maté les manifestants et qui a permis cette révision-là, qui a fait le coup d'État. Donc on ne peut pas expliquer que c'est forcément le 3e mandat. Kaboré et Ibeka ne voulaient pas faire 3 mandats. Ils ont été écourtés au début de leur 2e mandat. Donc c'est vrai, quand il y a des problèmes, il faut aller les régler, mais la CEDEAO n'a pas les instruments juridiques pour aller dans l'ordonnancement interne des pays pour dire vous ne devez pas faire ça. S'ils s'entendent demain, et avec aujourd'hui une forte influence des pays comme le Nigeria et le Ghana, qui voudraient pousser les autres à aller vers là, par exemple, nous, notre pays n'est pas concerné par la limitation des mandats, c'est déjà fait. Certains, donc il faut aussi tous les pays s'entendent, ils le feront, mais après ça reste une question d'individus. Et surtout quand ça vient des opposants, qui se sont battus toute leur vie pour demander la limitation du mandat, pour venir au pouvoir, et qu'ils arrivent, ils ont fait un mandat, ils sont en droit de faire un 2e mandat, ils ont fait le 2e mandat, et ils trouvent les moyens pour faire un 3e mandat. Vous voulez parler d'Alpha Condé, de Alassane Ouattara, qui étaient des opposants farouches? Oui, de Condé, Alpha Condé, donc vous voyez, donc ça, c'est un peu ça le vrai recul. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO va arriver là? Est-ce que l'intégration va aller jusque-là? C'est le combat. Peut-être les prochaines réformes de l'institution pourront se pencher sur ces questions. Alors, j'allais poser la question à Joa Talaké, mais je vois l'homme politique qui... Non, Jérémy a dit que notre pays n'est pas concerné par la limitation de mandat, parce qu'il est déjà limité, mais notre pays fait partie des pays qui refusent que la CEDEAO il y a une disposition dans le texte de la CEDEAO qui limite le mandat à 2 pour tous les pays. Ça veut dire que... Alors, vous avez des échos de ce sommet parce que les gens nous parlent du Togo, du Sénégal. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui fait, c'est ça qui a une crainte. C'est-à-dire que cette information a circulé que la CEDEAO voulait introduire dans son protocole, tout récemment, je crois qu'il y a à peine 2 ou 3 mois, dans son protocole, la limitation du nombre de mandats à 2 dans tous les pays. Mais bizarrement, on a entendu que le Togo, qui a pourtant limité le mandat, non, je viens. On a entendu que le Togo, qui a pourtant limité le mandat, s'est opposé au fait que ça soit dans le protocole de la CEDEAO. Ça cache quoi? Ça cache l'idée de sauter le verrou de la limitation. Sinon, si vous l'avez limité au Togo et vous êtes d'accord, pourquoi vous avez peur que ça soit dans le protocole de la CEDEAO? Alors, Joa Talaké, qu'est-ce que l'économiste togolais Kakono Goupo propose finalement? Dans cette proposition, à lire cette déclaration sur le journal et le Jeune Afrique, je pense qu'il va au-delà de la simple question économique et il touche du doigt la question de la gestion des crises politiques dans l'espace CEDEAO. Et donc, il voudra que ceci soit d'une manière reconnue par elle-même dans ses textes de base, ou qu'il n'y ait pas certaines dérives, comme, entre parenthèses, comme il aime le dire. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'homme politique. Si cela s'avérait vrai que le Togo s'est abstenu, s'est opposé en tout cas de pouvoir qu'on intègre au sein du protocole de la CEDEAO, et tout. Moi, je trouve que, vous savez, moi, je suis
quand même un peu sceptique par rapport ça. à la question de la limitation de mandat pour tous les pays africains. Parce que je trouve que lorsque vous prenez tous les pays européens, je ne pense pas qu'il y ait quand même certaines dispositions qui disent cette personne ne doit forcément pas être là, cette personne ne doit pas faire telle durée et tout. Le dire, c'est attirer l'attention des gens à le faire davantage. Cela doit venir d'une manière naturelle, d'une manière posée, d'une manière irréfléchie, au moment où nous-mêmes nous serons conscients par rapport à notre propre développement. C'est vrai qu'on sent véritablement que l'Afrique n'est pas encore prête pour cette question de mandat, de limiter les mandats, bref, de la démocratie. Mais on a l'impression que c'est ça aussi qui cause le problème. Oui, en fait, ici, il faut le dire, il faut vraiment le marteler pour insister là-dessus, pour dire que, en fait, un peuple est mature lorsqu'il a un niveau d'éducation élevé, lorsqu'il atteint le b.a.-ba de ses études. Je vais peut-être faire une déclaration qui va choquer, mais je l'assume. Les personnes qui sortent pour manifester lors des crises sociopolitiques dans nos pays d'Afrique, si vous les étudiez à fond, je n'insulte personne, ils sont des gens qui n'ont pas quand même, qui ne comprennent réellement pas pourquoi ils sont sortis pour manifester. Vous voulez dire que et les donc, gens quand sortent vous allez, j'ai eu quand même, au cours des manifestations, j'ai fait des échantillons de personnes pour leur demander, mais il y a quoi, qu'est-ce que vous réclamez? À part telle personne n'a qu'à quitter le pouvoir et tout, ils n'ont Est-ce que déjà ça, ils ne savent pas ce qu'ils veulent? Aucune idée de pouvoir, parce que ça risque alors, de se répéter. Il a posé une question, c'est vrai qu'il n'a pas mandat de poser la question. Quand on dit quitter le pouvoir, je reviens. Parce que pour lui, la personne qui est au pouvoir est un problème central. Alors qu'en réalité, dans les faits, la personne, même si elle constitue un problème, il y a des discussions à mener autour de ces problèmes-là et à résoudre. Parce que le peuple... Donc en Guinée, Alpha Condé n'était pas un problème. Dans la rue, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'était pas un problème. Au Togo, le président Faure n'était pas un problème. Écoutez, je reviens sur mes dires. Il y a problème lorsque les gens ne maîtrisent pas les différents canaux qui mènent au pouvoir. Il y a problème lorsque les gens ne maîtrisent pas les canaux qui mènent au développement. Je vous rassure que lorsque vous instruisez le peuple sur le fait qu'un pays soit développé ne vient pas comme un coup de baguette magique, ceci permettra à la jeunesse, surtout nous qui sommes de la génération YZ, de comprendre que le développement dont on clame aujourd'hui, que nous voyons ailleurs, il a fallu des sacrifices en termes de siècles pour qu'ils puissent parvenir à ce genre de développement. Et que si aujourd'hui nous voulons ce développement, il faudrait un temps de patience envers ceux qui sont là. Maintenant, l'autre côté qu'il faut aussi relever, que je vais chuter en 3 secondes, c'est aussi la mauvaise foi de ceux qui aussi nous gouvernent. Parce que ici, il faut le rappeler, parce que lorsque vous amassez, lorsque vous contribuez à la corruption et que vous êtes inerte par rapport à la mauvaise gouvernance de ceux qui vous entourent, alors là, vous participez forcément à l'engouffrement de votre pays. Et ceci est malheureusement déplorable. En tout cas, on va garder le trio si vous le souhaitez. C'est l'homme politique Ouan Binafa qui est souvent pris. Nous, on est là. Si vous voulez, on se retrouve lundi. La semaine prochaine, en politique, ça vous va. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je serai là. Merci également à vous, Germain. Surtout avec Germain, je serai là. Merci également. Pas avec moi. Non, c'est un ami que j'ai vu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça c'est aussi la force de regard croisé. Merci, Joa Comité Alaké. Merci à tout le monde. Merci également à nos chers amis, toujours scotchés. Excellente semaine à tout le monde. À très bientôt. Merci beaucoup.